m'appelle Good, du coup. J'ai un peu travaillé, fait des recherches sur les différentes violences institutionnelles. Et je vais vous en parler. Donc, tout d'abord, bonjour à tous et merci d'être présents. Pour ce dernier axe, du coup, de l'école populaire, je suis heureux. Je vais vous présenter mon travail sur la violence institutionnelle. Et je ne suis pas ici parce que les institutions ont broyé ma vie, parce que cette vie n'est qu'une parmi des milliers détruites chaque jour légalement. Et c'est bien le problème. Je souhaite vous parler de ces violences qui ne laissent ni bleu ni fracture, mais qui détruisent des centaines de vies par des signatures et des décrets au quotidien. Avant d'aller plus loin, il est essentiel de distinguer les formes de violence que l'on peut retrouver. Donc il y a souvent trois formes de violence qui sont confondues, mélangées, les violences de masse, les violences politiques, les violences institutionnelles, qui sont pourtant trois choses bien distinctes et différentes. Donc la violence politique, tout d'abord, se définit par sa signification et sa finalité. Le politologue Harold Neuburg l'a décrit comme des actes de désorganisation, de destruction ou de blessure, dont l'objet, le choix des cibles ou des victimes, les circonstances, l'exécution ou les effets acquièrent une signification politique, c'est-à-dire qu'ils tendent à modifier le comportement d'autrui dans une situation de marchandage qui a des conséquences sur le système social d'un pays. Le politiciste Philip Broad distingue trois formes de violence politique, qu'on va pouvoir retrouver dans les deux autres ensuite. La violence d'État, tout d'abord, monopolisée et légalement codifiée par l'autorité souveraine. Ensuite, la violence protestataire, qui est dirigée contre le pouvoir établi pour contester son ordre. Et enfin, la violence intersociale, qui résulte des antagonismes entre des groupes sociaux. Donc, par exemple, les émeutes dans les manifestations entre différents groupes sociaux. Autrement dit, un acte est dit violent, politique, lorsque l'auteur vise à influencer ou transformer un rapport de force, les élections, un régime politique, le rapport de classe par exemple, en recourant à l'intimidation, la coercition ou la destruction. Cette violence peut être légitimée par l'État, comme la répression policière ou la guerre par exemple, et même considérée comme illégale et contestataire via les émeutes ou le terrorisme. Elle se distingue donc par son inscription explicite dans le champ politique. Ensuite, les violences de masse, à ne pas confondre non plus. L'expression violence de masse est plus récente et se veut plus neutre que celle de génocide. Elle désigne de manière générale des phénomènes de destructivité humaine collective. Selon l'équipe de l'encyclopédie en ligne sur les violences de masse, ces violences ne recouvrent pas les agressions entre les combattants, mais les violences de et dans la guerre, ou en temps de paix qui affectent directement ou indirectement les populations civiles à une grande échelle, d'un coup. Elle regroupe un ensemble de crimes, meurtres, viols, tortures, déplacements forcés de population, qui peuvent être perpétrés par un État ou par des groupes non gouvernementaux. Contrairement au terme de génocide, cette notion n'a pas de définition juridique précise et ne se réfère pas à des motifs spécifiques, ethniques, religieux, politiques. Permet donc de qualifier des violences extrêmes touchant des civils à grande échelle, quelle qu'en soit la cause, et englobe aussi bien les massacres ponctuels que des campagnes de terreur planifiées. Donc les deux exemples flagrants dont je vous ai mis, c'est évidemment la bombe atomique sur Hiroshima et la traite négrière. Ce sont des parfaits exemples de violences de masse, pas forcément des violences institutionnelles, justement. Et justement, les violences institutionnelles, donc c'est tout le travail que je vais vous présenter. Cette notion désigne tout d'abord les violences qui se produisent à l'intérieur d'une organisation, d'une structure publique ou privée. Et je vais surtout m'appuyer sur un pédopsychiatre, Stanislav Tomkiewicz, qui a beaucoup pensé la chose, et qui est définie comme toute action commise dans et par une institution, ou toute absence d'action, qui cause à la personne une souffrance physique ou psychique inutile et qui entrave son évolution ultérieure. La Commission nationale de lutte contre la maltraitance a étendu cette définition à toutes les situations où un geste, une parole ou une action ou un défaut d'action, dans une relation de confiance, de dépendance ou de soins, compromet les droits, la santé et les besoins fondamentaux d'une personne vulnérable. Donc la violence institutionnelle peut être active par des abus, des contraintes physiques, les punitions humiliantes, ou passive par de l'inaction face à une situation de danger ou une carence en soins. Elle est inséparable du cadre organisationnel qui la produit et ou la tolère. C'est parce qu'il s'agit d'une pratique routinière, d'une règle implicite, d'une procédure ou autre, qu'elle diffère d'une violence interpersonnelle. Les victimes se trouvent dans une position de dépendance vis-à-vis de l'institution, ce qui renforce justement la portée de cette violence. Donc pour bien les différencier, ces trois notions recouvrent des réalités bien distinctes, même si elles peuvent parfois se recouper. La violence institutionnelle met l'accent sur l'origine structurelle de la violence. Elle se produit dans le cadre d'une organisation, les hôpitaux, l'école, la police,
qui résultent de pratiques ou d'inaction qui causent un préjudice aux personnes placées sous la responsabilité de l'institution. Les violences politiques se définissent par son intention et sa portée. Elle est liée à un objectif de transformation ou de maintien du pouvoir et comprend aussi bien la coercition exercée par l'État que la contestation violente de celui-ci. Et enfin, les violences de masse qualifient l'ampleur et les effets d'un événement violent. Elles désignent des actes de destruction collective contre des populations civiles à grande échelle, sans présumer de la motivation politique ou institutionnelle de leurs auteurs. Ainsi, une violence de masse peut être politique, une campagne de terrorisme d'État par exemple, institutionnelle, le massacre de civils par l'armée, ou les deux. De même, une violence institutionnelle peut être politique via la répression, sans atteindre à l'échelle d'une violence de masse. Ces distinctions permettent d'analyser plus finement les mécanismes, les acteurs et les conséquences de chaque type de violence. Donc, dans cette présentation est structurée en 3 temps. D'abord, je vais vous poser les différentes manières de penser la violence institutionnelle. Puis, je ferai un détour par plusieurs auteurs clés avant de montrer comment certaines politiques produisent concrètement de la violence au quotidien. Donc, tout d'abord, il y a la vision de Dom Helder Camara. C'est un évêque catholique luttant contre la pauvreté au Brésil qui a énormément pensé les violences institutionnelles. Donc, je vous laisse lire quelques secondes ce qu'il a écrit précisément. Alors, d'après lui, la première violence est la mère de toutes les autres, c'est la violence institutionnelle. La seconde violence est contestataire, elle vise à abolir la violence institutionnelle, la première. Et la dernière violence, c'est la répression, qui vise à abolir celle qui est contestataire. Donc Juan Branco va plus loin. Là où Dom Helder Camara identifie la violence institutionnelle comme origine des autres violences, Juan Branco franchit un pas supplémentaire en la pensant comme un système politique structuré à part entière. D'après lui, la violence n'est pas un accident de l'État, mais un outil central de son fonctionnement. Et de son maintien, évidemment. Il élargit ainsi la violence institutionnelle bien au-delà de la répression visible, en montrant comment la surveillance, la précarisation et l'isolement social produisent une violence en amont, souvent invisible mais pourtant bien déterminante. Donc, la recherche académique distingue aujourd'hui 2 formes principales de violence institutionnelle. La violence passive, tout d'abord, fait mal parce qu'elle ne fait rien, comme un guichet remplacé par un automate ou du personnel non remplacé, par exemple. Un dossier qui n'avance pas, ce n'est pas les exemples qui manquent. La violence active, ensuite, fait mal parce qu'elle agit directement, comme lors d'une expulsion ou d'un abus policier. Dans les 2 cas, beaucoup de souffrance est produite de manière complètement légale. Maintenant, lors de cette deuxième partie, je vais vous parler de 3 auteurs. Le regard de Stanislav Tomkiewicz, pédopsychiatre russe donc, puis je continuerai avec Francis Dupudéry et son analyse de la violence légitime. Et enfin, je terminerai avec la violence symbolique d'après Michel Foucault. Alors, pour nous atteler tout de suite à cette différence, à cette structure, analysons d'abord ensemble ce témoignage qui contient diverses formes de violence. Et je vais laisser... Donc, il s'agit du témoignage de Clémence. Et cette personne donc, a décidé de nous partager l'ultime violence. Qui a été victime de violences conjugales pendant 5 ans. Elle a été violemment agressée par son conjoint. Un coup de machette au cou qui l'a blessée d'une cicatrice avec 12 points de suture. Un demi-centimètre pour que ma vie reste intacte ou presque. Quand la police est arrivée, j'ai demandé si c'était sûr que mon ex ne puisse plus m'atteindre et on m'a dit que non. Amenée à l'hôpital, j'en suis ressortie à 4 heures du matin, seule, à pied, avec un rendez-vous à 9 heures pour déposer plainte. Je me présente donc au commissariat. Seule, choquée, apeurée, l'agente de police m'a fait me sentir coupable dès le début. Il fallait partir avant. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez fait. On m'a dit, comparution immédiate le lundi à 14 heures, présentez-vous au tribunal. Ok, je me présente. Le lundi, j'arrive à 13h30 avec une amie. À l'accueil, on me demande qui est mon avocat. J'en ai pas, je ne savais pas, on ne m'a rien dit. Heureusement, mon amie en connaissait un pas loin
et j'y suis allée en catastrophe en lui expliquant la situation. Il a accepté de me représenter. Mon ex a été condamné pour violence conjugale avec 3 faits aggravants sur conjoint, avec une arme catégorie D, sous alcool. Il a pris 2 ans de prison, dont 1 avec sursis. Interdiction de rentrer en contact avec moi ou ma famille, interdiction d'être dans la même région que moi pendant 5 ans. Il est sorti au bout de 6 mois et m'a contacté. Il m'a laissé quelques textos banals. Je me suis rendue au commissariat, on m'a dit « il ne vous dit rien de mal ». Il m'a laissé un message vocal sur mon répondeur, idem, il n'est pas agressif. La 3e fois, il a menacé de me tuer, moi et toute ma famille. Là, ça a bougé un peu. Il a été convoqué par le JAP pour un rappel, le JAP, pardon. Depuis, plus de nouvelles, et tant mieux, mais si je dis tout ça, ce n'est pas pour raconter un épisode de ma vie, mais pour dire ceci. J'ai été victime de violences conjugales qui ont failli littéralement me tuer, mais qu'a-t-on fait pour moi? Qu'a fait le pays qui a été censé me protéger? Me faire me sentir coupable, me dire que je n'avais qu'à changer de numéro de téléphone si je ne voulais plus être embêtée. Je n'avais qu'à demander aussi, je suis la victime dans cette histoire et je n'ai pas été aidée ni avant, ni pendant, ni après, par aucun système mis en place par le gouvernement. Quand j'ai vu la psychologue judiciaire, elle m'a dit « Vous allez bien, vous souriez, ça fait 12 ans que j'ai été abandonnée par mon pays, par mon gouvernement, par mes dirigeants, 12 ans que je sursaute, que je fais des cauchemars, mais je vais bien car je souris. Et puis après tout, je n'avais qu'à partir avant. » Merci. Donc, comme je vous le disais, dans ce témoignage, la structure de la politique n'est pas directement la cause de la violence. On n'oublie pas l'agression du conjoint, évidemment. Mais c'est bel et bien la structure en question qui permet de légitimer une absence d'action des services publics et qui provoque un sentiment d'abandon aigu. La politique, dans ce cas-là, n'a pas agi face aux violences perçues et la structure même de la politique légitime l'absence d'action des policiers, voire même, dans ce cas-là, l'inversion accusatoire, puisque la victime s'est sentie accusée par la police. Le premier niveau de violence institutionnelle qui apparaît dans ce témoignage, c'est celui de l'abandon physique immédiat. Évidemment dû au manque de temps, de budget, de moyens, de personnel, soit l'absence de prise en charge élémentaire après une tentative d'homicide. Être laissé seul, à pied, à 4 heures du matin, à la sortie de l'hôpital sans accompagnement, ni transport, ni mise en sécurité, constitue une absence d'action au sens strict. Comme nous en parle Tomkiewicz, l'institution aurait pu agir, aurait dû agir, mais n'a rien fait. Ce non-geste, qui ne relève pas d'une malveillance individuelle, mais d'un fonctionnement routinier, une procédure, produit une souffrance inutile au sens du pédopsychiatre Tomkiewicz. La victime, encore en état de choc, est contrainte de se débrouiller seule, immédiatement après une agression qui a failli la tuer. L'inaction institutionnelle n'est donc pas anodine. Elle amplifie la vulnérabilité, crée un risque supplémentaire et installe un sentiment d'abandon profond. Le second mécanisme dans ce témoignage est celui de l'inversion accusatoire, forme très fréquente de violence institutionnelle, due au manque de temps de personnel de formation éthique et de budget, comme d'hab. Dans le témoignage, la police renvoie la responsabilité de l'agression à la victime. Il fallait partir avant, transformant une personne en danger en coupable potentiel. Cette formulation, pourtant banale dans le champ policier, a un effet psychologique majeur. Elle nie le traumatisme, elle invalide la parole de la victime, contribue à intérioriser une forme de culpabilité. Et dans la perspective de Tomkiewicz, il s'agit d'une violence institutionnelle, non pas parce qu'elle attaque directement, mais parce qu'elle entrave l'évolution psychique de la victime, en ajoutant à la violence subie une violence symbolique émanant de l'institution censée protéger la victime. Ce type d'inversion n'est jamais anecdotique, il fabrique du silence, du doute et une honte injustifiée. La réaction de la police face aux violations répétées de l'interdiction de contact illustre une troisième forme de violence institutionnelle pour des raisons identiques, budget, temps, personnel, formation, la minimisation systématique des signaux d'alerte. Les premiers messages sont qualifiés d'inoffensifs, ce qui revient à neutraliser un comportement pourtant pénalement interdit et potentiellement dangereux. Là encore, l'infraction n'est pas traitée comme une menace réelle, mais comme un détail sans importance. Selon les critères de Tomkiewicz, cette banalisation constitue une absence d'action qui provoque une souffrance évitable. La victime est laissée seule face à la peur, l'incertitude et le sentiment que son agresseur peut revenir sans que l'État n'intervienne. Ce n'est qu'à la menace explicite de mort que l'institution commence à réagir.
commence, confirmant la logique du « on agit trop tard », typique de violence institutionnelle. Et enfin, dans ce témoignage, on montre bien que la violence institutionnelle ne s'explique pas seulement par des actes individuels de tel ou tel agent de police, mais par la structure de la politique même et administrative, qui rendent l'inaction possible, pensable et même légitime. Dans ce cas-là précis, ce n'est pas un agent isolé qui veut mal faire, mais un ensemble de normes, de procédures, de culture professionnelle, de sous-effectifs, de priorités politiques et de discours publics qui façonnent la manière dont les institutions répondent ou ne répondent pas aux situations de détresse. L'État, en tant qu'organisation, produit une violence diffuse par la normalisation de la distance émotionnelle, par la pression gestionnaire, par l'habitude de minimiser, par la saturation des services, par la peur institutionnelle de trop en faire. Ainsi, l'inaction n'est pas un accident, mais une conséquence structurelle. Elle est permise, tolérée, parfois même implicitement encouragée, par un système qui privilégie l'ordre procédural plutôt que la protection réelle des individus qu'elle est censée protéger. Stanisław Tomkiewicz est né en 1925 à Varsovie. Il est mort le 5 janvier 2003 à Paris. C'est un psychiatre et psychothérapeute d'enfants et d'adolescents. Lui parle de violence institutionnelle en ces termes. Pour la définir, il parle d'une institution qui fait souffrir de manière invisible et routinière en se justifiant par son fonctionnement même, jusqu'à détruire les sujets. Francis Dupuy-Derry, lui, est un chercheur franco-canadien né en 1966 à Montréal et professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal depuis 2006. Ses travaux portent sur les mouvements sociaux et les idéologies contestataires, en particulier l'altermondialisme, le féminisme, l'anarchisme et la démocratie, ainsi que sur la répression policière et le profilage politique. Voici maintenant un exemple personnel du dysfonctionnement décadent de l'administration et des élites, qui nous révèle des intérêts personnels ainsi qu'une absence de compétences qui deviennent la raison cachée des actions publiques au détriment du bon sens et de la protection des biens communs. Donc, dans ma famille, plutôt aisée, classe moyenne, a grandi de génération en génération avec une famille de viticulteurs, vignerons. Ils font leur vin et entretiennent leurs vignes. Il m'expliquait que chaque année, ils reçoivent... J'ai oublié un truc. Il m'expliquait que chaque année, ils reçoivent de nouvelles directives, de nouvelles subventions pour différentes choses en fonction de ce qu'ils font ou feraient. Il m'expliquait par exemple, avec document officiel à l'appui, la promesse de subvention de l'État, qu'il pourrait toucher une prime pour chaque pied de telle ou telle sorte de vigne, que nous appellerons K, et donc il recevrait un montant précis par pied de vigne K arraché, soi-disant à cause d'une maladie sur le territoire. En soi, pourquoi pas. Cependant, il me montrait le document officiel similaire de l'année suivante, où l'État propose une subvention pour chaque vigne K plantée. Officiellement, l'argument était un manque de telle sorte de vignes sur le territoire. Ça fait penser aux agriculteurs en ce moment. La violence en politique prend énormément de formes différentes. À partir du moment où vous vous sentez lésé par une décision politique, alors nous pouvons parler de violence institutionnelle ou de violence structurelle. Une violence présentée comme nécessaire, du coup. Pour en revenir à Francis Dupuy-Derry, ce qu'il nous montre, c'est que la violence de l'État commence par un récit, celui de la nécessité. L'État se présente comme le garant de l'ordre et de la sécurité, ce qui lui permet de faire passer la contrainte pour une protection. Dans ce cadre, la police, la justice et les sanctions ne sont plus perçues comme des formes de violence, mais comme des réponses évidentes, presque naturelles. La violence est ainsi requalifiée, elle cesse d'être nommée ainsi comme telle, dès lors qu'elle vient de l'institution. Par essence, l'institution n'est pas violente, elle est protectrice des droits, etc. Une fois cette violence présentée comme nécessaire, le monopole étatique de la violence produit un second effet. Il disqualifie toute contestation. Ce qui vient de l'État est dit légitime, rationnel, responsable, logique, évident. Ce qui vient d'en bas devient illégitime, dangereux ou irrationnel. La violence policière est normalisée, tandis que la violence contestataire est scandalisée et réprimée durement. Dupuy-Derry nous montre ainsi que le problème n'est pas seulement l'usage de la force, mais le pouvoir de définir ce qui compte comme violence.
La violence policière est donc devenue une norme, tandis que la contestation populaire est disqualifiée, ce qui empêche de remettre en cause l'ordre établi et étouffe la parole des dominés. Ce qui nous amène à de l'absurdité, en nous disant par exemple que saccager une vitrine devient un acte inqualifiable de violence, alors que les éborgnements peuvent être. Le point décisif chez Francis Dupuy-Derry est que cette violence n'est pas un accident ni un dérapage. Elle n'apparaît pas seulement dans des moments de crise, elle est intégrée au fonctionnement normal de l'État. La violence devient alors structurelle, routinière, inscrite dans les lois, les procédures et les pratiques deviennent alors ordinaires. Autrement dit, ce n'est pas l'exception qui doit nous interpeller, mais la banalité même de cette violence. Cette violence structurelle façonne la société en profondeur. Elle sert à préserver les rapports de domination plutôt qu'à protéger réellement la population. Ainsi, elle justifie sa propre existence en permanence. Je tiens maintenant à articuler tout de suite ce propos avec un récit des manifestants face à la légitime violence. C'est un cas courant et habituel, mais dont le principal intérêt est d'avoir un témoignage de vécu de l'intérieur. Je suis allé à la manifestation antifasciste à Brest, proposée par la Ligue des droits de l'homme jeudi 25 septembre. Ce rassemblement a eu lieu en réaction à l'attaque violente d'un groupuscule possiblement néo-nazi dimanche soir au café de la Plage à Brest. La manifestation du jeudi 25 septembre en fin d'après-midi a été limitée par la préfecture, qui a interdit que les rassemblements se déroulent bas de Siam et au port du commerce. Je suis arrivé au pied du pont de recouvrance à 19h45. Il y avait du monde, l'ambiance était douce, il y avait une fanfare, les gens chantaient, dansaient. Vers 20h, la foule a commencé à bouger en direction du boulevard des Français libres, puis est remontée rue Jules Michelet. Des rues non limitées par la préfecture. Les manifestants scandent des slogans antifascistes et tapent dans leurs mains. L'ambiance est festive. Dans les rues aux abords, les CRS bloquent les rues adjacentes. Les manifestants arrivent au niveau des Halles Saint-Louis et s'arrêtent le long des Halles. Je suis pour ma part accompagné d'une personne avec une canne et d'un ami. Nous discutons tranquillement lorsque tout d'un coup, les CRS nous attaquent avec du gaz lacrymogène. La foule s'agite et se disperse. Je perds mes amis et les gaz me brûlent les yeux et m'étouffent. Une partie des manifestants se rassemble de nouveau et remonte vers la faculté de lettres. Les CRS encerclent les manifestants. Ils sont agressifs. Lorsque nous interpellons les CRS sur leur violence, ils me disent qu'ils sont là pour protéger leurs collègues. Je me suis perdu. Donc, pardon. Les gazages reprennent, la foule s'agite dans tous les sens et se disperse. Une partie de la manifestation se poursuivra en contrebas. Je me suis alors enfui afin de me préserver des pires débordements. Les CRS bloquent et encerclent les manifestants. Les moyens déployés par la police et les CRS pour cette petite manifestation, moins de 1500 personnes, sont absolument délirants. Nombreux camions de CRS, CRS en ligne, camions blindés, canons à eau, voitures de police. La violence policière est totale. Il y a des enfants et des familles dans les manifestants, il y avait une fanfare dans les manifestants. C'est la première fois à Brest que je vis une telle situation. Gazé 2 fois lors d'une manifestation, je suis choqué par leur violence et ne comprends pas pourquoi ils ont réagi de la sorte. Ils m'ont fait très peur. Donc ce témoignage met en lumière un élément central de la violence institutionnelle active, la disproportion. Elle marque la différence entre le caractère pacifique de la manifestation et l'usage soudain de la force par les gardiens de la paix. Le contraste entre une ambiance festive, fanfare, chants, famille et l'arrivée brutale des gaz lacrymogènes souligne combien la violence policière peut surgir indépendamment du comportement des manifestants. Cette disproportion n'est pas seulement un excès, elle révèle les mécanismes par lesquels l'État exerce sa capacité coercitive, même en l'absence de menaces réelles. Le témoignage devient alors un exemple précis de la façon dont le maintien de l'ordre peut basculer du rôle de protection à celui de production du danger. Au-delà de la force matérielle utilisée, ce récit montre les effets subjectifs de la violence policière, la peur intense, la panique, la perte de repères, la séparation d'avec les proches et la douleur physique des gaz. Le témoin décrit un basculement soudain d'une ambiance de fête à une situation où celle-ci cherche à fuir pour préserver son intégrité physique. Cette dimension psychique est essentielle dans l'analyse des violences institutionnelles.
Elle montre comment un acte de l'État peut transformer un citoyen pacifique en cible et un espace public ordinaire en espace menaçant. Pour Francis Dupuy-Derry, la question n'est pas tellement l'État est-il parfois violent, mais surtout comment cette violence est-elle rendue si banale et si légitime. Dupuy-Derry nous montre que la violence n'est pas seulement une question d'acte, mais plutôt une question de définition et de pouvoir symbolique. C'est précisément ce que Michel Foucault va nous permettre d'analyser maintenant. Donc la violence symbolique incontournable avec Michel Foucault, ceci est une gravure du XIXe siècle qui représente le supplice public infligé à Robert-François Damiens en 1757, dont Michel Foucault se sert pour illustrer l'ancienne forme spectaculaire de la justice. Le dessin souligne la dimension théâtrale de la violence d'État et constitue un point de départ visuel idéal pour montrer la transition vers le pouvoir disciplinaire. Il s'agit justement d'un changement historique. Foucault oppose les supplices publics du XVIIIe siècle à l'apparition de la prison moderne. Il montre que la peine passe d'une violence de corps à une technologie qui agit en profondeur sur le cœur, la pensée et la volonté de tout un chacun. Il s'agit bel et bien d'un nouveau mode de pouvoir. Le pouvoir moderne n'opère plus principalement par la violence, mais par la surveillance, la discipline et la normalisation. C'est justement tout le principe de la violence symbolique. Cette discipline n'a plus besoin de blesser pour punir, elle produit des citoyens normaux, en corrigeant et en dressant, plutôt qu'en écrasant. Alors, cette illustration est un schéma du panoptique de Bentham, publié par la World History Encyclopedia, et nous montre la tour centrale entourée des cellules périphériques. Le dispositif permet d'observer en permanence sans être vu, symbole de la surveillance généralisée qui produit justement l'autodiscipline. C'est un modèle panoptique. Foucault emprunte à Bentham le modèle de la prison circulaire. Je rappelle que toutes les prisons aujourd'hui sont encore réalisées selon ce schéma. Foucault emprunte à Bentham le modèle de la prison circulaire, où un seul gardien peut voir tous les détenus sans être vu. Le principe est que la visibilité produit l'obéissance. Dans ce régime, la surveillance devient potentielle. Ce n'est pas l'acte de voir qui importe, mais la possibilité constante de pouvoir être vu, qui, elle, discipline. Le pouvoir repose sur des observateurs invisibles et des sujets, eux, bien visibles. Foucault voit dans ce panoptique un modèle pour toutes les institutions. Les écoles, l'usine, les casernes, hôpitaux, bureaux, où les individus finissent par s'auto-surveiller les uns les autres et intérioriser la norme. Et justement, cette norme, si on n'y va dedans, on est déviant. C'est une illustration, donc ce schéma, en 2 colonnes, contraste la logique de normalisation, avec les règles imposées, l'intériorisation des normes, et celle de la déviance, la transgression des règles, l'exclusion sociale. Cette représentation visuelle met en évidence la construction des corps dociles par l'opposition normée ou déviant. C'est justement le pouvoir disciplinaire, n'est pas seulement répressif. Il crée des sujets en façonnant les corps et les comportements. Le corps devient docile grâce à des horaires, des rites d'examen et des systèmes d'évaluation. Ceux qui résistent à ces normes sont étiquetés comme déviants et font l'objet de corrections et de surveillance. Foucault souligne que nos sociétés ne sont plus des sociétés de la loi, mais des sociétés de la norme. Cette densification normative constitue une forme de violence qui se classe et exclut, sans recourir à la force. Donc en lien direct avec cette notion de violence symbolique, voici un témoignage concret. Assistante sociale de secteur depuis 2001 et depuis une quinzaine d'années, j'ai vu les choses se dégrader de plus en plus. J'ai souvenir par exemple d'avoir eu à renvoyer un jeune qui allait avoir 18 ans. Il était dans un isolement familial total sans aucun moyen de subsistance. Un contrat jeune majeur permettant un accompagnement et un hébergement ne pouvait pas être envisagé car il n'avait pas été placé durant sa minorité. J'ai donc dû le renvoyer vers une structure accueillant des personnes majeures à la rue. Ce jeune en connaissait un autre qui avait été placé 2 mois avant sa majorité. Il avait pu bénéficier d'un contrat jeune majeur. Le lendemain, il est venu en pleurs, en criant qu'il allait s'immoler parce que tout lui était refusé. Le temps consacré à le calmer m'a obligé à ne pas recevoir mes rendez-vous, dont une femme victime de violence qui était rentrée chez elle et a fini à l'hôpital. La violence pour ces personnes
et celle que j'ai ressentie a été très difficile. Elle a été le début d'une série systématique d'un non qui était la seule réponse institutionnelle que je pouvais donner. L'impuissance et les personnels absents non remplacés m'ont conduite à un burn-out. Travailler contre mes valeurs et avec beaucoup d'heures supplémentaires était devenu impossible. Merci. Je lis bien. Attaquons maintenant. Hop. Maintenant, nous allons nous enfoncer dans mon véritable travail, dans ce que je cherche à vous dire. Dans les entrailles de ce que je cherche à vous dire. Oui. Attaquons maintenant le cœur de mon travail. Donc, il nous paraît naturel, voire presque logique, que lorsque tout un pays s'appauvrit de manière massive, comme la Grèce par exemple, lorsqu'elle a été mise sous tutelle, nous comprenons tous évidemment instinctivement qu'il y a eu des explosions de taux d'agression, de viol, de suicide, d'addiction, de toutes sortes de violences. Ce que je cherche à vous dire ici, c'est que lorsqu'une institution abandonne, contraint ou humilie, elle ne produit pas seulement de la souffrance individuelle. Elle crée tout un climat d'insécurité, d'impuissance et de frustration qui touche toute la vie sociale des sujets concernés. Lorsqu'une institution produit de la violence, justement, les personnes concernées ne peuvent généralement ni répondre, ni se défendre, ni faire entendre leur colère. Et c'est justement là le problème, la colère. Cette violence reste donc là, contenue, intériorisée, et elle cherche une issue. Elle se déplace alors vers les espaces où le rapport de force est possible, le couple, la famille, les proches, la rue. Ce n'est pas une question de nature individuelle. C'est un mécanisme social de déplacement de la violence, bien connu des psychologues et des sociologues et bien documenté. Comme je le disais, lorsqu'une institution abandonne, contraint ou humilie, les personnes touchées n'ont pas de recours. La colère, la honte et le stress restent donc enfermés. Et c'est logique que ces émotions cherchent une issue. Cette violence intériorisée cherche une issue et se déplace vers des espaces où le rapport de force devient possible, le couple, les amis, la famille, la rue, comme je le disais. C'est un processus social, c'est pas un problème individuel. Ce mécanisme de déplacement n'est pas une question de nature individuelle, mais un processus social bien documenté. La psychologie montre qu'après une provocation non résolue, un individu rumine, ressent colère et honte, et peut reporter son agressivité sur une autre personne. Tout ceci va créer naturellement un climat délétère. Les violences institutionnelles, comme la précarité imposée, les injustices répétées, l'abandon, sentiment d'impuissance, préparent ce terrain en créant un climat d'insécurité et de frustration. Et ce qui est frappant, c'est que l'État intervient de manière massive, contrairement à ce qu'on croit, mais seulement une fois que la violence devient visible entre les individus, justement. Seulement trop tard. Il sanctionne, il réprime, il moralise. Mais il ne questionne presque jamais les politiques publiques, les décisions ou les abandons institutionnels qui ont créé ce climat de tension et d'effondrement. On traite les symptômes par la police et la justice, sans jamais traiter les causes structurelles. La violence institutionnelle est donc doublement violente. Elle produit de la souffrance, puis elle va criminaliser ceux qui en portent les conséquences. Justement, l'intervention a posteriori. L'État n'intervient massivement qu'une fois la violence devenue visible entre les individus. Il sanctionne et moralise, mais questionne rarement les politiques publiques ou les abandons institutionnels qui ont créé ce climat de tension. C'est vraiment la double peine. En punissant les effets, on reproduit la violence institutionnelle et on criminalise ceux qui en portent les conséquences. Il y a une revictimisation qui est bien documentée. Des travaux en santé publique soulignent que la violence structurelle, les inégalités, les décisions politiques, interagit avec et renforce la violence directe et contribue à la revictimisation des personnes déjà victimes de violences institutionnelles. La base de l'iceberg est donc faite de violences invisibles, inégalités de pouvoir et de ressources, par exemple. En n'agissant pas sur cette base, les politiques publiques laissent se propager toutes sortes de violences. Je rappellerai cette phrase. La violence institutionnelle est donc doublement violente. Elle produit de la souffrance, puis criminalise ceux qui en portent les cicatrices. Je ne cherche pas du tout à dédouaner, pour en venir au premier témoignage, la responsabilité de tout un chacun. Mais tout mon propos repose sur le fait que la violence institutionnelle favorise les violences interpersonnelles, mais sans les engendrer directement. Les dernières diapositives que vous venez de voir montrent comment une politique institutionnelle fabrique un terrain favorable à la violence.
Maintenant, je vais vous montrer comment ce mécanisme traverse un corps, une psyché, une vie. Le témoignage qui suit est le mien. Il est révélateur de la manière dont la violence institutionnelle se transforme ensuite en violence interpersonnelle. Ce que vous allez entendre n'est ni une exception, ni une plainte, mais la conséquence logique de ce que vous venez de comprendre. Quand la politique devient une histoire de ressenti dans la chair. Après plusieurs passages en hôpital psychiatrique, je suis handicapé pour des raisons psy depuis mes 14 ans. Suite à la pandémie de Covid-19, notre cher leader suprême Emmanuel Macron a mis en place les 12 séances de santé Mon Psy pour répondre à une demande certaine. Tout le monde pouvait avoir 12 séances de psychologue par an et par personne. Mais justement, pas tout le monde. Sachez que c'est réservé aux troubles légers à moyens. Mais les personnes réellement handicapées psychologiquement ne sont pas concernées. Heureusement, en ce qui me concerne, je suis suivi par une structure avec un psychologue. La dernière fois que j'ai vraiment eu besoin d'hospitalisation, donc de l'hôpital public, on m'a demandé pourquoi je voulais être hospitalisé. L'interne, visiblement déstabilisé par ma demande, avait, je suppose, l'habitude de forcer des hospitalisations sous contrainte, surtout en travaillant aux urgences psychiatriques. Il me demande donc pourquoi je souhaite être hospitalisé. Je réponds que je n'avais pas la force de prendre soin de moi en ce moment. Avec le moral à zéro, je n'arrivais absolument pas à me faire à manger, à me laver. J'étais complètement au fond du trou et je savais qu'une hospitalisation était la meilleure solution à m'apporter. Je répondais donc à l'interne que j'aimerais pouvoir manger sans me faire à manger, me reposer, avoir facilement accès à une psychologue, à l'ergothérapeute, avoir facilement accès à la salle de sport, etc. Je voyais ça comme une démarche de prévention pour éviter un passage à l'acte fatal. J'imaginais ainsi économiser un coût matériel et humain évident. Mais l'interne, décontenancé par ma demande, m'affirme qu'il n'y a plus aucun psychologue dans le CHRU du 34. Plus aucune ergothérapeute ni ergothérapie. La salle de sport est en travaux. J'ai beaucoup d'estime pour les fonctionnaires au sens historique et le grand service rendu au grand public. C'est souvent par vocation d'enfant qu'on est médecin, pompier, policier, infirmier, etc. Mais d'apprendre qu'il n'y avait pas de psychologue en psychiatrie publique, dans mon département, j'étais choqué. Et c'est encore un merveilleux exemple de politique budgétaire violente. Le jour où j'ai demandé une hospitalisation, qu'on m'a demandé pourquoi, et qu'on m'a expliqué l'état de la psychiatrie, j'ai clairement été violenté par la politique budgétaire du gouvernement et du ministère de la Santé. La baisse des moyens, justement, provoque l'absence de formation et engendre de la prescription plutôt que de l'écoute. Les coupes budgétaires entraînent la disparition des entretiens, la surcharge des personnels et une réponse médicamenteuse à la détresse. Il s'agit bel et bien d'un mécanisme de déplacement de la violence. La souffrance générée par l'institution se retourne ensuite contre le patient, c'est de l'auto-violence, ou contre ses proches. Ce déplacement est un mécanisme social, pas un défaut moral ni maladif, et surtout pas soignable par des médicaments. Analysons ensemble maintenant ce second témoignage de psychiatrie. Psychiatrie sans écoute ni dialogue. Il y a eu principalement 3 réformes dans le secteur de la psychiatrie depuis 1992. Lors de ma première hospitalisation en psychiatrie, en 2008, je pouvais à tout moment demander un entretien avec un infirmier spécialisé. Et, même si ça pouvait souvent se réduire à pleurer pendant 1 heure face à cette personne, ça pouvait être nécessaire pour éviter un passage à l'acte et c'était un peu plus humain de toute façon. Lors de ma dernière hospitalisation en psychiatrie, en 2024, en cas de crise d'angoisse, je demandais un entretien pour discuter avec un infirmier, comme j'en avais l'habitude. Celui-ci a refusé, m'a proposé à la place un anxiolytique, du Xanax pour ceux qui connaissent. J'ai trouvé ça choquant et déshumanisant, parce que je ne comprenais pas les qualifications soi-disant requises pour écouter ce que je ressentais comme angoisse. D'autant que l'infirmier avait sincèrement l'intention d'aider, mais il m'a dit, faute de temps et de personnel, ne pas être compétent et ne pas être formé, pour le citer. Ici, la baisse du budget des hôpitaux a impacté négativement les infirmiers et les patients, et m'a clairement fait souffrir à un moment précis, alors qu'il y a 20 ans avant, certaines décisions, je n'en aurais pas souffert de la même manière. Alors nous approchons de la fin, comment conclure tout ce travail ? Y a-t-il des solutions aux violences institutionnelles ? Un peu de synthèse et quelques pistes de réflexion. Je tiens à rappeler tout d'abord ce cercle vicieux, comment la violence institutionnelle se transforme en violence interpersonnelle, et surtout comment l'État y répond. La précarisation généralisée et la paupérisation massive engendrent davantage de violences institutionnelles, et selon l'état de la société,
Les voies de recours peuvent être inexistantes et certaines luttes ou manifestations peuvent être criminalisées par les pouvoirs politiques. Alors, tout d'abord, justement, il y a un terrain propice aux violences. Les conditions créées par l'institution avec la précarité, l'injustice, l'abandon, l'impuissance créent justement un terrain favorable aux violences. Tout ceci va créer un déplacement vers l'intime, le passage de la souffrance intériorisée aux violences dans la famille, le couple ou la rue. Ensuite, la réponse punitive de l'État, seulement a posteriori, qui punit les effets, les violences conjugales, les violences urbaines, la délinquance, mais ne traite pas les causes profondes, criminalisant ainsi les victimes de violences institutionnelles. La désinstitutionnalisation devient une violence institutionnelle lorsqu'elle supprime des lieux de protection sans créer les conditions matérielles, humaines et sociales, permettant aux personnes de vivre et d'être soignées dignement. Il y a principalement 3 impacts majeurs. Tout d'abord, un impact individuel. L'usure psychique et physique vécue par les témoins en psychiatrie avec le soin déshumanisé, les anxiolytiques plutôt que l'écoute. Ensuite, il y a un impact social pour chaque sujet concerné, donc tout le monde. J'évoque la perte de confiance dans les institutions, la montée du stress et de la colère dans la société, et la rupture du lien social, l'isolement social, la méfiance. Et tout cela nous mène logiquement au dernier impact, le troisième et le plus important, un impact démocratique majeur. L'institution qui produit de la souffrance mine la démocratie et rend la contestation illégitime et normalise la répression. Alors, rompre le cercle de la violence et réhabiliter les institutions. D'abord, quelques pistes de réflexion, du coup, dans les politiques publiques, en réaffirmant le besoin d'investir dans les services publics, santé, éducation, justice, afin de réduire la précarité et l'abandon. Ensuite, avec une démocratie participative, en encourageant des formes de décision collective permettant de contrôler les institutions et de rendre des comptes, les assemblées citoyennes, le contrôle populaire. Puis, la solidarité dans les luttes. Je citerai des exemples de mobilisation contre les violences institutionnelles, comme les collectifs de soignants ou les associations de victimes, nous montrent qu'une résistance est possible. Et enfin, investir massivement dans la formation et l'éthique. Je voudrais insister sur l'importance de la formation et du soutien des professionnels pour éviter la reproduction des violences passives. Dans notre société actuelle, je rappelle que mon propos n'est pas de déresponsabiliser qui que ce soit, de violents, mais d'expliquer les violences institutionnelles qui favorisent la violence interpersonnelle. Nous avons vu avec Francis Dupédéry que définir la violence permet de légitimer ou délégitimer les oppositions. Je vous encourage donc à définir vous-même, chacun, ce qui est violent et ce qui ne l'est pas, pour légitimer et délégitimer, comme le fait le gouvernement, ce qui vous plaira. La violence institutionnelle n'est ni naturelle ni inévitable. Elle est produite par des décisions politiques et peut donc être déconstruite. Je tiens à remercier chacun des témoins et je souligne que ces récits révèlent des réalités souvent invisibles. Merci à Juan Branco pour ses travaux, son initiative du mouvement des citoyens des ruches. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous invite à repérer, dénoncer et combattre les violences institutionnelles au quotidien, que ce soit dans les services publics, les entreprises ou les associations. Utilisez les voies de recours lorsque cela existe encore. En espérant vous avoir donné envie d'y réfléchir, je me tiens à votre disposition maintenant pour répondre à vos questions. D'accord, c'est cool. Ça fait plaisir. Tu m'autorises à témoigner de trucs? Vas-y, fais ce que tu as. Alors, juste avant, je voudrais quand même vous apporter, parce que je suis très émue en fait. On a eu le Good qui est arrivé dans la ruche 34 en quel mois déjà? Juillet. En juillet. Nous avons passé 2 heures au téléphone avant qu'il puisse venir. Nous lui avons proposé de venir le chercher chez lui. Nous l'avons permis, accompagné et aidé à sortir de sa chambre et de son ordinateur. Et on est super fiers de l'avoir avec vous.
C'est touchant, c'est ému. C'est un peu plus. Laisse les questions, repose-toi. Voilà. Et c'est ça aussi, la ruche 34, on se décarcasse pour que les personnes puissent nous rejoindre. Donc, venez avec nous, on est super cool. Je te laisse. Ouais, t'inquiète. C'est bon. C'était tellement bien que personne n'a rien à dire. Bah, tant mieux, hein. Oui, déjà, bravo. Et bravo pour ton courage. Et Je l'ai pas vu, celui-là. je sens qu'on est dans une société où, toi qui as connu la psychiatrie, on diminue les budgets, on diminue le personnel. À Montpellier, on a fermé même des bâtiments. Donc, ceux qui étaient dans les bâtiments sont retrouvés dans la rue. Et je voulais appuyer aussi sur un aspect qui est les traitements. On est quand même le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs. Ouais. Et on appelle ça des cachets, en fait. Ouais. Donc, c'est pour cacher tout ce qu'il y a derrière. Et on est une société qui... moi, je reçois des gens, je te raconte, et les gens n'ont pas d'écoute, n'ont pas de lieu où on peut les écouter. Le médecin, depuis quelques années, est chronométré parce que manque de personnel dans les hôpitaux. Tout acte est maintenant chronométré. En fait, on perd l'humanité au détriment du chiffrement, quoi. Ouais. Donc moi, c'est je dans le métier. Bah, merci. Après, moi, je voulais surtout sensibiliser que tout le monde est victime de violences institutionnelles à différents degrés. Mais j'ai essayé de prendre des témoignages différents pour recouvrir autant la santé que les vignerons, par exemple, la violence conjugale, et bien comprendre que même si votre conjoint ou si un homme tape sa femme, sans vouloir le dédouaner, parce que c'est absolument pas du tout mon propos, ben, je reprends mon exemple de la Grèce qui me paraît naturel, mais que j'ai essayé de documenter, un peu d'expliquer un peu plus en profondeur. Ça paraît logique que quand tout un pays s'appauvrit d'un coup, ça paraît évident que la population, on comprend quoi. Après, de là à l'expliquer, je sais pas s'il y a d'autres questions peut-être. Juste pour dire que la violence, on la ressent aussi entre nous, entre fonctionnaires, par un management institué particulièrement compétitif entre nous. Et par exemple, si je prends par exemple, bon, nous on travaille à l'hôpital, donc on le voyait, hein, l'évolution du management au sein de l'hôpital, mais par exemple à la Poste, quand ils ont détruit ce service public, il y a eu beaucoup de suicides, hein, enfin, à Transtechnicom, vous vous rappelez. Ouais. Donc, elle s'exerce aussi au sein de l'institution, de l'État et de ses services publics. Oui, mais justement, c'est les agents de l'État sont tout aussi violentés que les usagers, les patients ou les autres. C'est pour ça que je voulais vraiment insister et essayer de sensibiliser, vous inviter à réfléchir. On a tous été victimes de violences institutionnelles à différents degrés, de violences institutionnelles passives ou actives à différents degrés. Mais on a tous été victimes de violences de l'État. Bonjour, merci pour la présentation. Je veux savoir s'il y a une loi qui protège contre les violences institutionnelles. Est-ce que c'est légal ou illégal? Ben, c'est tout le problème des violences institutionnelles, justement. C'est légal. C'est pas l'institution ou c'est pas l'institution le problème, c'est pas l'État le problème. C'est une procédure qui est appliquée. On va pas dire qu'on détruit une famille, ça la foutrait mal. On va dire qu'on applique une procédure. Procédure d'expulsion. C'est mieux que de détruire une famille. En fait, ça revient exactement au même. On va pas éborgner X personnes, on va disperser une foule. C'est toujours, ça rejoint un peu ce que disait Guilhem, je crois, sur le fait de cacher. On va soigner systématiquement les symptômes, on va cacher le problème, on va pas détruire une famille, on va appliquer une procédure d'expulsion. Donc tout est légal et c'est pour ça que les voies de recours sont souvent soit inexistantes, soit même quand il y en a, comme par hasard, le dossier avance pas. Je voudrais juste te redemander ton niveau de nombre de doctorats que tu as fait.
Alors, je me suis arrêté à 99 comme Luther. Sous-entendu, quel bac tu as fait, quelle spécialité? J'ai pas le bac. Ouais. Donc, vous pouvez le réapplaudir sur la plus grande réponse de mon cas. Alors, on se connaît, on a dormi, j'ai dormi chez lui depuis 48 heures. On a un petit concours en parallèle avec nos amis les psychiatres. Pour revenir sur ce qui est légal et pas légal, quand on sort de l'hôpital psychiatrique, on peut demander le dossier patient, ce que je me suis amusé à faire, pour constater les jours où on ne note pas ce qu'on a mis dans le dossier patient. Je l'ai envoyé à un avocat au pénal, il m'a dit c'est moi qui vais redemander le dossier patient au même directeur de l'hôpital. Après, est-ce que c'est légal ou pas légal? Le 16 octobre 2020, on m'avoir attaché avec des menottes à une ambulance pendant 7 heures en plein soleil, sans manger, sans boire, le jour de mon anniversaire. Je laisserai le juge. Est-ce que c'était légal en arrivant à l'hôpital psychiatrique de m'attacher délicatement mais de me paralyser la langue avec du Mozart? Je laisserai au juge digérer. Et sur les cachets qui ne soignent pas et qui cachent, avec le deuxième cachet qui masque les effets secondaires du premier, le troisième cachet qui masque les effets secondaires du second, et quand on arrive à faire des selfies avec 14 boîtes de médicaments qui ne soignent pas, je laisserai juge aussi au juge d'intervenir, sinon on sort dans les réseaux sociaux, avec plus charismatique, à prendre le micro, on se forme une vidéo en informatique, et malheureusement, on va pas faire justice soi-même. Bravo. Ouais, bon, moi je prends la parole parce que déjà je voulais te remercier pour ton travail, ton témoignage. Moi alors je dis je suis, mais j'étais parce que je sais pas si j'ai quelques problèmes dans le cadre du travail. Je suis coordinatrice dans le milieu de l'insertion professionnelle des jeunes et des personnes allocataires du RSA. C'est un milieu où la violence institutionnelle, le milieu de l'insertion, alors voilà, c'est bon, j'ai un peu trop ouvert ma bouche. Je travaille dans une structure publique dont je tairai le nom, qui est largement subventionnée par la dette et le conseil départemental. Pas dans ce département, dans un autre département. À un moment donné, quand j'ai vu que ça ne marchait pas, que j'ai osé alerter, toujours très cordialement, auprès de ma direction, ben voilà, on m'a annoncé il y a un mois qu'on ne renouvellerait pas mon contrat. Voilà. Je voudrais aussi alerter sur le fait, alors moi j'ai énormément de respect, j'essaie de croire encore dans le service public de mon pays, mais de moins en moins. J'essaie de ne pas pleurer, parce que franchement c'est dur. Et le problème qu'on a aussi, c'est que, pareil, j'ai énormément de respect pour tous les fonctionnaires. Moi, je ne suis pas fonctionnaire titulaire puisque j'étais contractuelle. Mais le problème, c'est que cette violence institutionnelle, quand on est dans un métier comme celui-là, qu'on a absolument envie de garder son poste, ou alors qu'on ne peut pas en sortir parce qu'on est titulaire comme fonctionnaire, que voilà, par mettre à l'année, le grand choix. En fait, il y a des personnes qui vont se mettre elles aussi à devenir des agents de cette propre violence, en fait, à contre-cœur, mais qui vont se faire le courage de transmission de cette violence. Et c'est ça qui fait peur, en fait, quoi. C'est qu'en fait, c'est un système qui nous transforme profondément à l'intérieur. Ouais. Et si on met du temps à réagir, on devient des agents de ce système. Ouais. Et moi, c'est ce que j'ai pas voulu devenir. Voilà. Et on devient maltraitant. Et on n'en dort pas la nuit. Moi, j'ai pas dormi pendant 6 mois. Parce qu'il y avait des choses que je pouvais pas accepter. Et à un moment donné, ça s'est ressenti dans mon travail, effectivement. Et donc, on me dit, donc, merci beaucoup. Et je souhaite à tout le monde du courage, et à nous tous du courage, parce que ce qu'on a affronté là, c'est vraiment du très très beau. Il va falloir qu'on soit hyper bienveillants entre nous, hyper humains, être dans la probité, l'intégrité la plus totale. Voilà. Bravo, madame. Je voulais remercier pour ces espaces d'intériorité. Il y a le mot intériorité qui est venu là et qui résonne tout particulièrement. Je voulais remercier pour des témoignages sur la psychiatrie. Ça me touchait particulièrement aussi parce que j'en avais fait quelques-uns, un passage là-bas, avec des étiquettes qui peuvent être lourdes à porter, avec des restrictions de budget, de personnes qui ne sont pas dispo, tu demandes un psychologue, il n'y en a pas, etc. Donc j'avais envie de dire que les violences institutionnelles,
on n'est pas dans une direction avec les signaux qu'on a aujourd'hui où elles vont s'amoindrir, elles ont tendance à s'accélérer dans certains endroits. Il y a des choses sociales, j'ai l'impression, qui ont besoin d'être faites pour essayer d'améliorer ces points-là. Mais j'ai envie de dire, parce qu'on parlait de responsabilité, il y a quelque chose pour moi qui résonne il y a des violences, on va pas pouvoir les enlever. Par contre, en parlant d'intériorité, comment on se positionne, comment on se ressource, comment on devient souverain à l'intérieur de nous pour faire en sorte que ces violences-là ne nous touchent plus comme elles pourraient l'être si on est complètement vulnérable. La vulnérabilité, ça veut dire quand on mange la poussière, quand on est en bas et qu'on pense à passer à l'acte, etc. C'est des choses aussi que j'ai vécues, mais qui déclenchent derrière, en tout cas, des mécanismes de protection, mais derrière aussi de comment on arrive à mieux gérer, parce qu'on parlait de stress, je trouvais ça très juste. La stress, la peur, la honte, la rage, la colère. Enfin, moi, la première fois que je me suis fait interner, j'avais envie de mettre l'industrie pharmaceutique au procès direct. En fait, Tu peux pas. ça, c'est la cause. Vous créez directement des maladies, vous les maintenez, vous les diffusez. À un moment, il faut que vous payiez. J'ai eu cette rage-là. Mais qu'est-ce qu'elle a créé, cette rage en moi? Elle m'a rendu plus fou que ce que je n'étais déjà. Bah oui, c'est normal. Et en plus, c'est bien fait parce que tu peux pas mettre en procès les Big Pharma. Donc, Exactement. Donc, du coup, à un moment, la solution, elle ne pouvait pas être de l'extérieur. Fondamentalement, si je parle d'un point de vue de moi, cette violence-là que je traduisais, soit je continuais et je finissais sous un arbre. Oui. Ça, c'était la solution directe qui se faisait, sauf que la solution derrière, elle se passe intérieurement. Donc, du coup, naturellement, quand j'ai compris que cette souveraineté, cette responsabilité, cette confiance, cette profondeur, cette puissance, elle est en nous, la seule solution, la seule regard où on peut regarder, c'est en nous. Ça ne veut pas dire que je ne dédouane pas qu'il y a des responsabilités institutionnelles, qu'il faut les améliorer, qu'il y a des choses qu'il faut mettre sur la table, il y a des combats sociaux, ils seront toujours là. Je veux dire, il n'y aura jamais assez, à part si, nous on ne sera peut-être pas là pour le voir dans tous les cas. Le moment où il y aura assez, qu'on se dit, oh, pour changer un tout petit truc, non, là c'est des gros trucs qu'on a sur la table. Mais c'est de dire, ce regard intérieur, moi ce qui a changé ma vie, j'ai fait une pratique qui s'appelle l'ingénierie intérieure. C'est une pratique de yoga, de méditation, mais qui permet justement, quand on parle de souveraineté, parce que même quand notre bien-être intérieur, quand notre profondeur, quand notre équilibre, notre souveraineté, elle est dépendante d'une personne à qui on doit parler, ça peut faire du bien, et je l'ai fait aussi, et ça peut faire énormément de changements. Mais si on est dépendant de ça, pour maintenir cet équilibre et cette réceptivité au stress, on se rend esclave de ce système qui, pour lui, il a gagné quand tu es dans cet état de stress permanent. Parce que quand tu es dans un état de stress, tu es dans un état de survie. Quand tu es dans un état de survie, il fait ce qu'il veut, il te balade. Et il peut même programmer à ce que tu viennes avec ta pancarte, ou que tu crains quelque chose, ou que tu tues quelqu'un, ça peut aller à ce stade-là. Parce que quand tu es dans la survie, c'est très prévisible. La conscience, ça l'est pas. La sensibilité, la profondeur intérieure, ça l'est pas. Et pour moi, je veux dire, je rappelais juste ça, c'était pour dire merci que ces espaces, ils existent. Il y a des témoignages comme ça qui apparaissent, qu'on puisse parler de violence institutionnelle, et surtout, en solution intérieure, c'est comment on cultive cette profondeur-là et on arrive à faire la part des choses. Ça ne veut pas dire qu'on devient insensible à ce qui se passe à la violence extérieure, mais c'est juste qu'on la regarde, on peut s'y faire toucher, mais on reprend de la profondeur et de la clarté pour mieux agir le prochain pas. Et des fois, la meilleure action, c'est du silence, c'est de la présence, c'est de la clarté. On parle de ces sujets-là, si on les prend d'un point de vue stress ou quoi, c'est horrible. Je veux dire, ça nous sape le moral. Je veux dire, et je trouve que ce qui se passe avec ce que pour moi dégage Juan Branco, etc., c'est énormément de possibilités, mais aussi de joie. Quand on parle de la souveraineté, ça fait aussi écho avec cette souveraineté intérieure. En tout cas, moi, ça fait écho à ça. Et je trouve que rien que de pouvoir le partager et d'avoir des gens avec cette énergie-là qui se diffuse, je trouve que c'est très précieux. Ouais. Merci beaucoup. Tu veux répondre à ça, Claude, sur les ressources intérieures ou... Pas spécialement. J'allais y répondre par rapport à... Je peux? Ça vous ennuie pas? Ok, merci. Le 9 janvier 2025, j'ai fait un burn-out. Je suis fonctionnaire. Et je suis fonctionnaire de catégorie B, enseignante musicienne. Et le 11 janvier, nous avons créé la première réunion de ruche. Ça m'a sorti de quelque chose de faramineux. Je vous assure, à 14h, j'étais sur mon lit avec un anxiolytique.
Et à 14h30, j'ai dit, bon, j'y vais, c'est parti. Si je n'avais pas eu ça, je ne sais pas si toute cette année que j'ai passée, je l'aurais tenue comme je l'ai tenue et je me serais sortie la tête de l'eau. La violence, elle est impressionnante parce qu'il faut savoir que le domaine dans lequel je travaille, c'est quand même un domaine extraordinaire, c'est celui de la musique, j'enseigne le violon. Mais la réalité, c'est que lorsque vous travaillez dans une école municipale, une école intercommunale publique, c'est que vous n'êtes pas comme au conservatoire où vous choisissez vos élèves sur concours, vous intégrez tous les élèves, sans exception, et c'est la musique pour tous. Et ce qui nous est demandé, c'est une médiocrité. C'est la médiocrité d'enseigner à nos élèves à faire clic-clic boum-boum, à se satisfaire d'enseignement à 27 élèves, qui est une violence inouïe parce qu'on ne peut pas considérer chaque élève dans sa sensibilité et sa capacité, son individualité. Si j'ai fait de la musique, c'était pour la rendre accessible à tous. J'ai eu dans la violence institutionnelle les conservatoires. C'est ahurissant. Vous êtes un numéro. Vous allez sur des châtiments physiques pour certains, à vous mettre pour... alors je ne l'ai pas vécu physiquement, hein, mais des pointes de compas sous la main pour bien faire sa posture de piano, se mettre le violon contre le mur pour arriver à détendre son pouce, la contrainte du corps. Le corps, on n'en parle jamais, c'est toujours la tête qui joue, évidemment, c'est pas vos bras. Et on me demandait aujourd'hui d'enseigner la musique à faire clic-clic boum boum à 27 élèves d'un coup, d'assurer ma classe de violon, d'assurer les projets avec ma classe de violon, de diriger un ensemble à cordes, que cet ensemble à cordes fasse 5 à 10 concerts non payés par an, en remplaçant les répétitions de 1 heure de ces concerts par le concert. Mais le concert, c'est 3 heures. Le temps d'arriver sur place, de préparer les élèves, de jouer, de repartir, de dire au revoir dans des bonnes conditions. On m'a demandé de faire des cours de la pédagogie collective, comme si j'avais des animaux en face de moi, où j'avais des enfants, 4 enfants par cours, en 50 minutes. Alors ceux qui se débrouillaient bien, qui avaient une forme d'instinct de la posture et de l'instrument, il n'y avait pas de souci. Mais quid de la petite qui avait une dyspraxie, qui a arrêté. Dégâts collatéraux. Quid de ces enfants qui sont maltraités aujourd'hui au sein des écoles de musique en leur imposant des heures de solfège. Les heures de solfège n'ont pas lieu, puisque on les met encore une fois dans une situation violente où ils sont assis devant un professeur ascendant, comme à l'école, où ils ferment leur bouche, ils nous apprennent à lire, à écrire, à faire de la dictée mélodique, du chant de temps en temps. Et on nous impose ça. Alors j'ai eu ce burn-out. Il y a une réalité médicale. Mais aujourd'hui, les collectivités territoriales se comportent comme des collectivités privées. C'est-à-dire qu'on demande aux fonctionnaires de tenir sa mission publique, mais on le gère en tant que ressource humaine dans la condition privée. Donc il y avait la réalité médicale qui était mon burn-out où je n'en pouvais plus. Et la réalité administrative. Alors quand vous dites, nous avons cette souveraineté intérieure, oui, j'ai cherché à demander un congé de transition professionnelle, un rendez-vous avec la médecine du travail, pour faire valider un cas d'usure auprès d'un psychiatre agréé. Ils ont tout fait pour retarder ce rendez-vous et ne pas avoir, que je puisse être dans les temps pour pouvoir déposer mon dossier et avoir mon congé dans les temps. J'ai demandé une rupture conventionnelle, elle m'a été refusée. Je me dis, je vais démissionner. Mais je ne peux pas démissionner en ouvrant des droits au chômage parce que la raison légitime au vu de la rupture conventionnelle qui a été mise en place n'est plus prenante dans la fonction publique. Alors ma souveraineté, je l'ai, mais je galère encore. Aujourd'hui, j'en suis à l'inaptitude au poste et à tous les postes pour les obliger à me licencier et pour pouvoir toucher le chômage, parce qu'il est hors de question que je parte une main devant, une main derrière, ou que je leur donne la satisfaction d'une disponibilité qui ne leur coûte rien. La réalité, elle est là, leur réalité, elle est administrative. La réalité de la fonction publique, c'est que nous sommes des ressources humaines. On est des ressources, nous ne sommes pas des êtres humains. Nous sommes des ressources. Nous sommes des ressources. Et qu'aujourd'hui, la collectivité
public se comportent avec nous comme dans le privé, mais veulent qu'on soit corvéable à merci en nous sortant les louanges d'une équité. Alors, c'est les valeurs de l'école de musique, hein. L'équité, l'excellence, et le dernier, je ne sais plus, parce qu'à force, je m'en fous. Liberté, égalité, fraternité, on va revenir à ça. Mais que notre droit est bafoué en permanence, que notre libre arbitre est bafoué en permanence, et que, je vais finir avec humour, lorsque vous êtes fonctionnaire, vous êtes un mikado, le premier qui bouge, il a perdu. Merci. Allez, ça tourne pas. Et c'est exactement ça, je sais plus qui dans les questions, et même à l'instant, mon ami parlait d'ascendant. Et si je vous ai bien longuement parlé de la définition de Tomkiewicz, si je devais apporter ma définition, c'est toujours dans une question, c'est à partir du moment où vous vous sentez lésé, dans une relation de dépendance vis-à-vis de l'institution. C'est vraiment ça le plus important, ça peut s'appliquer autant dans la musique que dans n'importe quel domaine d'activité, la santé, bon le pénal évidemment, j'ai envie de dire, mais dans n'importe quel domaine en fait. À partir du moment où vous êtes lésé dans une situation où il y a un rapport de force qui est disproportionné, on est dépendant de son prof pour apprendre, on est dépendant de son thérapeute pour être soigné. Il y a un rapport de force, il y a une dépendance. Et si on est lésé et que moi dans mon cas avec la psychiatrie, l'infirmier, il était démuni, il avait sincèrement l'intention de m'aider. Il avait juste pas une heure devant lui. Donc là, c'est vraiment quand on se sent lésé dans une institution, quand il y a un rapport de domination, quand on a besoin de l'autre, et que l'autre, à la limite, il a même besoin de vous aussi. Enfin, les professeurs ont besoin des élèves, les médecins ont besoin de patients. Mais il y a une disproportion, je sais pas trop comment dire, mais quand on est lésé et que en fait, on s'aperçoit assez vite, même en tant que patient ou en tant qu'élève dans le conservatoire, on s'aperçoit assez vite que les deux personnes sont lésées. Et quand les deux personnes sont lésées dans une institution, dans une relation de confiance ou de soins ou autre, je répète la phrase, mais c'est doublement violent et ça reporte la portée de la violence. Oui, j'avais une dernière. C'est pas vraiment une question, c'est une réflexion que j'avais envie de partager. Alors, en fait, je réalise avec cette présentation, cette conférence, la continue, au-delà de la présentation, avec tous les témoignages, les questions sur le sujet de la violence institutionnelle, que c'est peut-être le sujet le plus central et structurant pour ce mouvement des ruches. Et le leader qui est Juan Branco, étant avocat, il s'étant fait connaître au travers des violences institutionnelles qu'il a contribué à défendre, à lutter contre, avec Assange, avec les Gilets jaunes. En fait, je me demande si, pour devenir majoritaire, parce que c'est quand même un petit peu l'objectif d'un mouvement politique qui veut essayer de changer les choses, et contre les institutions, ce que vous avez dit, investir dans l'information, et tout ça, on ne pourra pas le faire si on n'est pas majoritaire. Finalement, est-ce qu'on n'a pas vocation, en premier lieu, à s'adresser à tout un chacun dans la mesure où tout le monde a potentiellement vécu des violences institutionnelles, comme vous l'avez très bien dit. Parce que c'est peut-être pas ça ce qu'on devrait garder en tête en premier quand on parle à quelqu'un, c'est en quoi tu as été victime de violences d'une certaine façon ou d'une autre. Et du coup, en quoi le fait de s'engager dans ce mouvement, de défendre ce programme de l'appropriation de la souveraineté, effectivement, étatique, etc., mais aussi souveraineté intérieure, faire ce lien entre les deux, et il me semble que c'est tout à fait important. C'est un peu fouillis, mais... Oui, non, mais il n'y a pas de souci, mais après, je suis complètement d'accord. J'ai connu justement Juan Branco grâce à son discours, comme tout le monde. Je saurais pas forcément trop quoi répondre, puisque justement, je suis d'accord, sinon en répétant. Mais effectivement, Juan Branco s'est surtout fait connaître pour ses travaux là-dessus, sur la violence institutionnelle. Lui a été criminalisé comme lanceur d'alerte, donc c'est aussi un cas d'école concernant la violence institutionnelle, de criminaliser les lanceurs d'alerte. Ça fait partie du truc. Et après, voilà, je sais pas. Moi, je suis d'accord, donc je sais pas trop quoi dire.